Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et actuellement le problème des frais de transaction. Un gros problème, même un très très gros problème actuellement concernant Bitcoin. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même. Donc, on va parler de ça qui est un scandale. Et bien sûr, beaucoup de personnes ne précisent pas pourquoi il y a autant de frais de transaction. Pour ça, faut se remémorer l'histoire de Bitcoin et de ce qui se passe actuellement concernant Bitcoin. Beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges, beaucoup de confusion pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent comprendre dans quoi ils rentrent dans le domaine des cryptos. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'une personne a payé 19 BTC, l'équivalent de 509 000 dollars. 509 000 dollars. Et bien sûr, on a tous les détails. Donc, il y a 1h33. À 17h10 UTC, le 10 septembre 2023, une personne a payé des frais de transaction de 19 BTC avec tous les détails ici. Donc 20 confirmations. Et bien sûr, il devait transférer 0,074 BTC et il se retrouve à payer 19 BTC, dont 24% sauvés, tout simplement. 24% qui sont tout simplement par le Segwit Fees Saving, qui a été instauré par ces fameux maximalistes, bon, une maximaliste pas réellement, par la clique de Blockstream et la clique de Blockstream, d'Adam Back et de la finance traditionnelle. Donc, pour ça, faut se remémorer ce qui s'est passé au début. Donc, on va en parler très rapidement, clairement. Je vais en faire une vidéo bien plus détaillée. C'est simple. Satoshi Nakamoto a publié la white paper le 31 octobre 2008 avec un message clair sur sa white paper de cash électronique peer-to-peer. Donc, une monnaie électronique sans intermédiaire. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de taxe Visa, Mastercard. Il n'y a pas de banque. Je vous transfère des bitcoins sans intermédiaire. Vous me transférez des bitcoins sans intermédiaire. Et bien sûr, la communauté bitcoin, à cette époque-là, les frais de transaction, surtout quand Satoshi a lancé le bloc Genesis, les premières transactions, les premiers blocs, il n'y avait pas de frais de transaction. Et bien sûr, vous pouvez checker sur les premiers blocs de 1 à 1000, il n'y en a pas. Donc, puis après, il y a eu des frais de transaction qui ont été minimes car les tailles des blocs étaient limitées à 1 mégaoctet à cette époque-là. Et Satoshi, dans son message, avait précisé qu'il avait limité 1 mégaoctet pour tout simplement la sécurité de sa blockchain. Mais malheureusement, Satoshi a quitté le projet Bitcoin le 12 décembre 2010. Bon, le 12 décembre, son dernier message, son dernier post sur le forum Bitcoin Talk. Sa dernière activité date du 13 décembre 2010. Depuis, la communauté Bitcoin, dont le fameux Cyrus était là, des personnes bien plus importantes qui étaient là, des cryptographes qui étaient là, qui ne s'affichent pas, qui ne se montrent pas, qui étaient présents à l'époque de sourceforce.net avant la publication, le bloc Genesis, qui ont aidé à Satoshi. Il y avait Alphine à cette époque-là encore. Et ce qui est intéressant, c'est que, excusez-moi, hein, je me remémore un peu ce qui s'est passé, c'est que depuis le départ de Satoshi, Gavin Andersen a joué un rôle important. Bon, beaucoup l'adulent, surtout les maximalistes. Gavin Andersen a visité la CIA en juin 2011, 6 mois après le départ de Satoshi. Et bien sûr, il avait écrit un message sur le forum Bitcoin Talk avec certaines précisions concernant cela. Bon, ok, il a visité, il a fait une conférence, rien de méchant. On va pas rentrer dans la théorie du complot, c'est pas le sujet actuellement, mais bon. La CIA était déjà sur la communauté Bitcoin due à certains membres qui étaient liés à Wikileaks. Et on peut comprendre le départ prématuré de Satoshi Nakamoto, car créer une monnaie qui pourrait défier tout simplement le dollar, c'est compréhensible. Gavin Andersen était là,
Bon, les frais étaient pas chers, la communauté s'agrandit, le développement du Bitcoin commence à être populaire, et bien sûr, l'année 2013 arrive. On voit certaines célébrités importantes faire la promotion du Bitcoin, aduler Bitcoin. On peut voir Bill Gates, on peut voir même des présidents assez connus à cette époque-là, qui étaient présidents, par exemple, Barack Obama, qui parlait d'une monnaie numérique. Et bien sûr, l'arrivée d'Adam Back sur le forum Bitcoin Talk. Adam Back arrive en 2013. Et bien sûr, Blockstream est créé en 2014. Une année assez importante, qui a l'air anodin, mais qui est très très importante. Blockstream arrive avec des développeurs et pousse indirectement à la sortie les anciens développeurs. Certains développeurs du Bitcoin ne sont plus là, ont quitté le projet. La vision du Bitcoin a changé. Elle n'est plus considérée comme une monnaie, un cash numérique, mais plutôt comme de l'or. Et bien sûr, les frais commencent à être élevés et on peut voir des conflits d'internes. Et bien sûr, il y a Gavin Andersen qui promet tout simplement l'augmentation des blocs. Il promet d'augmenter les blocs. Donc je ne sais pas exactement si c'était 2 mégaoctets ou 4 à cette époque-là. Je donnerai bien plus de précision sur une vidéo bien plus détaillée. Mais il ne l'a pas fait. Gavin Andersen n'a pas tenu sa parole et bien sûr, il y a eu veto de la communauté, d'une partie de la communauté qu'on appelle les maximalistes, dont le nom a été donné par un dénommé Vitalik Buterin. Les maximalistes ont dit tout simplement c'était un sacrilège de modifier le code du Bitcoin. C'est une erreur, on ne doit pas toucher le code de Satoshi Nakamoto. Ils en ont fait une religion, au lieu de comprendre ce que Satoshi voulait faire concernant cette monnaie numérique. Et bien sûr, la communauté s'est divisée. On a pu voir des forks, comme Bitcoin Cash, ou encore BSV, qui est actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que les Bitcoin maximalistes ne parlent jamais de ce qui se passe actuellement. Depuis ce conflit, cette séparation qu'il y a eu dans la communauté Bitcoin, c'est que les maximalistes ont proposé une couche 2, une fameuse couche 2 qu'on appelle le Lightning Network. Et après avoir fait des recherches, j'étais un peu scandalisé par les fonctionnalités de cette fameuse couche 2. Ces canaux qui sont littéralement des comptes courants. On peut tout simplement bloquer les adresses, signaler tout simplement des adresses frauduleuses, alors que Bitcoin est open source et personne n'a le contrôle. Bitcoin est open source qui a été créé tout simplement par Satoshi Nakamoto. Et ces maximalistes se considèrent comme des apôtres. Mais pas du tout. Je pense que ces maximalistes sont tout simplement financés peut-être par des institutions, des ventures capitales assez puissantes. Et c'est pas anodin quand on voit Blockstream qui développe actuellement avec Lightning Labs le Lightning Network, on peut voir des financements de venture capital, Digital Currency Group, AXA, où le PDG fait partie du groupe Bilderberg. Donc Digital Currency Group, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fameux PDG, aussi de Grayscale. Donc ça vous donne un peu la couleur. Ils ont financé le Lightning Network, que le Lightning Network 2 ne développe pas que le Bitcoin, mais aussi le Litecoin. Donc le Lightning Network, le Blockstream, excusez-moi, est une société, une entreprise. Et si ces ventures capital investissent sur le Lightning Network, c'est qu'ils veulent faire du profit. Donc, ils ont tout simplement l'obligation de limiter les tailles des blocs du Bitcoin. Car s'ils auraient accepté
d'augmenter les tailles des blocs. S'il n'y aurait pas eu ce qu'il y aurait eu 7 ans en arrière, par exemple, 8 ans en arrière exactement, bah, cette heure-ci, l'adoption l'aurait été bien plus massif, messieurs, dames. Car le particulier aurait adopté bien plus facilement. Le commerçant aurait accepté bien plus facilement le Bitcoin. Car là, si Bitcoin aurait augmenté les tailles des blocs avec sa popularité, elle aurait défié ouvertement des monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar. Et bien sûr, ça aurait totalement déplu au gouvernement. Donc, voir Bitcoin, entre guillemets, sous contrôle par une entité comme Blockstream, bah bon, ça c'est pas que ça arrange pas, mais c'est Blockstream a réellement foutu la zizanie dans la communauté Bitcoin. Et là, ce qu'on voit actuellement, voir des frais de transaction comme ça, c'est pas anodin. On en paye les conséquences. Car dans 3-4 ans, il y a les CBDC qui arrivent. Donc voir Bitcoin, une monnaie peer-to-peer sans intermédiaire arriver et défier tout simplement les banques, bah ça peut déplaire à beaucoup de gouvernements. Et bien sûr, aucun youtubeur va en parler car c'est pas leur sujet de prédilection et leur intérêt c'est de faire du fric en proposant tout simplement la couche 2 du Bitcoin. Et ils vont le faire. Ils vont vous la proposer et bien sûr une partie de la population vont l'adopter. Mais avec le temps, ceux qui viendront tout simplement dans le monde de la crypto-monnaie, ils comprendront avec le temps que le Lightning Network est une arnaque totale. On est loin du peer-to-peer. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, excusez-moi si je suis un peu long, avec certains détails, mais ce qu'on peut voir, c'est que ce frais de transaction qu'il y a eu, malheureusement pour l'utilisateur, c'est un scandale. Car payer, voir qu'il a payé 19 BTC, ça va le pousser à utiliser d'autres blockchains qui sont moins coûteuses. Ça, clairement. Clairement. Même un fork du Bitcoin ne paye pas autant. Même une personne qui utilise le Bitcoin Cash ne paye pas autant de frais. Est-ce normal? Pas du tout. Voilà. Donc voilà, concernant cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.